Bonjour à tous. Donc mon talk s'appelle Développeur, notre métier est accessible à tous, prouvons-le. Mon objectif pendant ces 30 minutes, c'est de vous montrer que tout le monde peut expliquer ce qu'il sait à d'autres personnes. Là, on va parler effectivement plus particulièrement du métier de développeur, mais ce que je souhaite faire réveiller en fait en chacun de vous, et si j'y arrive à la fin de ce talk, c'est ce que j'aurai réussi, c'est de vous montrer que vous pouvez enseigner à vos collègues, à vos proches, des petites choses, et que tout le monde en fait adore apprendre, même des petits bouts chaque jour, des choses simples, des choses plus complexes, ça attire énormément. Et faire un petit peu d'effort comme ça au quotidien contribue vraiment à améliorer les choses, votre entourage, et ça vous aide beaucoup vous-même en fait. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, l'expérience que j'en ai et l'expérience du secteur de l'e-éducation dans lequel je travaille. Donc quelques petits mots très rapidement sur moi pour situer le contexte. Donc je suis entrepreneur. En fait, j'ai créé un site qui s'appelle Le Site du Zéro il y a 14 ans. Donc à l'époque, j'étais au collège et je cherchais justement à apprendre l'informatique. Ce site a beaucoup évolué, je me suis toujours occupé sur mon temps libre. À tel point qu'il a grossi, il s'est transformé il y a 2 semaines en un nouveau nom, qui s'appelle Open Classrooms. C'est le même site, mais avec un nouveau nom, un nouveau logo, une nouvelle adresse. Et là, on va aller sur des contenus plus avancés, mais aussi d'autres thématiques comme les mathématiques, l'électronique, etc. Aujourd'hui, on est une entreprise de 25 personnes et on fait 1,3 million d'euros de chiffre d'affaires. Il faut savoir que ça ne s'est pas créé en un jour. Je vous ai dit, le site a été créé il y a 14 ans. C'est un projet personnel et il s'est transformé en projet professionnel il y a 6 ans. Et il y a seulement 2 semaines en fait, qu'on a changé de nom au niveau du site. À titre plus personnel, donc, je suis l'auteur de pas mal de cours en ligne. En fait. J'ai écrit beaucoup de cours directement sur ce site qui ont été adaptés pour certains en livre et en e-book sur la création de sites web en HTML, PHP, C, C++, etc. Bref, ce que je voudrais vous raconter ici, c'est comment ça s'est passé, quelle est ma propre histoire en fait dans l'univers de l'éducation en ligne. Et ensuite, je vous décrirai un petit peu quels sont les processus qu'on peut mettre en œuvre pour enseigner à son tour à d'autres personnes. Donc un petit bout d'histoire. Ça, c'est moi, il y a 14 ans. Il y a 14 ans, tout le monde n'avait pas encore vraiment Internet. Et moi, j'étais passionné d'informatique et je cherchais à créer mes sites web. Donc je suis allé assez naturellement dans une librairie parce que j'avais pas beaucoup de temps d'accès à Internet. Je vous rappelle qu'à l'époque, c'était payant, à la minute. Et je suis allé à la Fnac, dans la librairie de quartier, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Et j'ai cherché. J'ai décidé de prendre quelques livres. Ça, c'est encore moi, il y a 14 ans, enfin presque. Et je me suis dit, j'ai ces livres sous les yeux, qu'est-ce que je vais en faire? J'ai commencé à essayer un peu de les lire. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai problème avec ça. C'est que la plupart du temps, ça ne me parlait pas. C'était pas vraiment fait pour quelqu'un qui essayait de découvrir. C'était souvent des cours qui étaient destinés déjà à des experts. Et j'ai l'impression qu'ils parlaient déjà une autre langue que je ne maîtrisais pas moi-même. Et qu'il n'y avait pas vraiment de cours et de livres qui pouvaient me parler à moi qui voulais apprendre à créer un site web ou quoi que ce soit d'autre. Donc j'ai fini comme ça, assez littéralement. J'ai avalé pas mal de livres. Et je me suis dit à la fin, ok, il y a un problème. Ou je suis vraiment nul et faut que j'arrête tout de suite. Ou alors, c'est qu'il y a un souci dans la façon dont les cours sont formulés. Il y a quelque chose qui ne marche pas, fondamentalement, qui ne marche pas. Et à l'époque, en fait, ça a engendré une très très grosse frustration. Chez moi, ça m'a vraiment énervé parce que je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est compliqué, ok, mais c'est pas si compliqué que ça, ces choses-là. C'est pour ça que je vous dis, le métier de développeur est accessible à tous, j'en suis profondément convaincu. Mais ces livres-là, on avait l'impression qu'ils étaient conçus carrément dans l'optique de me dégoûter du métier et de me dire, non mais laisse tomber, c'est pas pour toi, c'est pour les grands. Donc j'ai eu un petit peu cette frustration, envie un peu de tout péter. Je me suis dit, ok, c'est pas possible, juste, faut arrêter là, il y a un problème, on peut commencer déjà par définir les mots avant de les utiliser. Et ça, sur pas mal de bouquins sur lesquels j'ai commencé, régulièrement, j'avais un mot qui était utilisé page 10 et qui commençait à être défini page 180. Et je plaisante pas, ça m'est arrivé plusieurs fois. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de réexpliquer ça de la façon dont j'aurais aimé l'apprendre à des amis à moi. Ça a commencé comme ça, par email, et ensuite c'est devenu un site qui s'appelait justement Le Site du Zéro. Donc ça, c'était il y a 14 ans.
Voilà, ça c'est pour mon petit bout d'histoire personnelle, pour vous expliquer un petit peu dans quelles conditions ça s'est créé. C'est d'abord une origine, une frustration qui motive finalement à enseigner et essayer de le faire différemment et essayer de le faire de la façon dont moi-même j'aurais aimé l'apprendre. Ça, c'est absolument essentiel et ça a été la démarche finalement de base qui m'a motivé et qui continue à me motiver encore aujourd'hui. Donc ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est quelques exemples concrets de personnes variées qui, à mes yeux, donnent des cours de formats, de typologies variées en ligne et qui ont contribué, en fait, à mon sens, à faire évoluer les choses dans le bon sens. Donc, cette section s'intitule « Ils partagent ». C'est peut-être des gens que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Ils sont surtout, pour la plupart, aux États-Unis. Mais c'est intéressant de comprendre leur petite histoire et comment eux-mêmes, ils en sont devenus à devenir profs, alors qu'ils n'étaient pas forcément profs, entre guillemets, à la base. Le premier cas que j'aimerais vous présenter, c'est Linda Weinman, qui est la fondatrice en fait, d'un site qui s'appelle lynda.com, tout simplement. En fait, elle était instite quand même au tout début, et c'était au tout début de HTML, et elle ne trouvait pas non plus de ressources qui lui parlaient pour apprendre à créer un site web. Du coup, elle s'est mise à écrire son propre livre. En fait, le premier livre qui a eu vraiment du succès sur HTML, c'est elle qui l'a créé, parce que à ses yeux, ça n'existait pas. Ça a commencé comme ça, le livre a été un best-seller, et ensuite elle a créé une entreprise donc, qui est lynda.com, qui a eu une très très longue histoire. C'était au début des années 2000. Aujourd'hui, quand même, en 2013, l'entreprise a énormément évolué, ils ont eu des hauts et des bas, et aujourd'hui c'est devenu en fait une plateforme majeure d'e-éducation sur l'informatique en ligne. Là, c'est en fait des centaines et des centaines de cours vidéo que vous avez accès derrière un compte premium abonnement. Vous pouvez donc accéder à tout. Et ils font quelque chose dans les 120 millions de dollars annuels de chiffre d'affaires. Donc c'est très très costaud. Donc Lynda, c'est une très très belle réussite en e-éducation. Qui d'autre que je peux vous montrer David Malan, qui est un peu mon gourou. C'est un prof de Harvard qui fait un cours qui s'appelle CS50, qui est un cours sur l'introduction à l'algorithmique et la programmation. En gros, vous savez déjà un tout petit peu utiliser un ordinateur tous les jours, vous voulez apprendre à devenir un peu créateur, programmeur, vous voulez comprendre comment ça marche. Il a créé une sorte de The super cours qui est assez costaud, voire même qui est très costaud, qui dure, je crois, plusieurs mois, dans lequel il y a énormément d'activités, de cours en amphi, de vidéos, d'exercices, de challenges, etc. Enfin, c'est très 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 animé. Il y a des hackathons aussi qu'ils organisent. Ça se fait chez Harvard. C'est très connu, c'est très médiatisé. Et ils ont un site web qui a été renouvelé depuis peu, qui s'appelle cs50.net, et sur lequel il y a toutes les ressources en fait. Elles sont accessibles librement, gratuitement, en ligne. C'est vraiment très costaud et de très très haut niveau pédagogique. On sent qu'il y a énormément de travail et David, ça l'occupe vraiment une très très grosse partie de l'année. Donc voilà, c'est une animation, c'est une véritable animation pédagogique qu'il a créée. Parce que je vous dis, il y a vraiment beaucoup d'activités différentes qui rendent le cours très très vivant. Et ça, c'est vraiment très important. La particularité aussi, donc, c'est que le cours est disponible en ligne et qu'il est notamment accessible sur des sites de MOOC, notamment edX, donc Massive Open Online Courses. C'est un phénomène qui a émergé des cours en ligne ouverts et massifs. Et donc là, il va lancer sous peu, si vous voulez le suivre, son cours CS50 sur edX, sur la plateforme edX. Donc c'est gratuit. Vous pouvez payer pour avoir un certificat à la fin, en fait. Un autre site qui vaut le coup d'être connu, c'est Udacity, qui propose... Alors c'est un petit peu différent, c'est moins en relation avec des universités, des écoles, c'est plus directement en relation avec des entreprises. Là, les deux que vous voyez là sont des développeurs chez Google, tout simplement. Donc ce sont vraiment des développeurs qui travaillent au quotidien chez Google. Lui, je crois que c'est Colt McCandless, qui est notamment développeur sur Google Chrome. Et ils ont dédié une partie de leur temps à créer un véritable cours en ligne de création de développement de sites web en HTML5 sur Udacity. Là encore, le principe est c'est gratuit en ligne et après il y a des services un petit peu payants. Notamment, il y a la possibilité d'être mis en relation directement avec des recruteurs. Là, l'intérêt pour Google, c'est avec un cours comme ça, repérer ceux qui suivent le cours, ceux qui sont bons, qui réussissent bien les exercices et du coup directement les embaucher. Donc, c'est pas une démarche non plus complètement gratuite, j'ai envie de dire, mais on se retrouve quand même avec des personnes qui sont très très pointues, très compétentes sur leur domaine, qui passent une partie non négligeable de leur temps à produire des contenus pour enseigner aux autres et pour en bénéficier en leur retour.
Et en France, on a des initiatives qui ont été lancées, quelques plateformes de cours en ligne ouverts et massifs. L'histoire du site du zéro, c'est quand même des cours en ligne ouverts et massifs. La particularité qu'on a fait récemment, c'est qu'on a lancé plutôt sous un format MOOC, donc avec des vidéos. Donc là, on s'est amusé à faire des séances de tournage avec des exercices, vous voyez, à suivre chaque semaine. Donc c'est plus une animation régulière. Vous vous inscrivez. Il y a des nouvelles vidéos qui sont postées toutes les semaines. Chaque semaine, avant la fin de la semaine, vous complétez des exercices. C'est un peu la mécanique de tous les autres sites et de tous les autres cours que je vous ai montrés juste avant. Vous avez des forums pour vous entraider et un live une fois par semaine où on échange par webcam interposée. Donc c'est l'occasion effectivement d'avoir des interactions plus directes et plus visuelles avec la personne qui enseigne. Et ça a pas mal de succès puisque là, on a 13 500 personnes qui se sont inscrites à ce cours en ligne. Voilà quelques exemples. Maintenant, la question que vous devez vous poser, c'est « Ok, mais pourquoi est-ce qu'à mon tour, je devrais faire ça? Est-ce que j'ai vraiment des compétences à partager aux autres ?» La réponse est oui, j'en suis déjà convaincu. On a tendance à oublier qu'on a des compétences parce qu'on les utilise au jour le jour, mais il y a plein de personnes autour de vous qui apprécieraient de savoir certaines choses que vous savez. Et on a tendance à oublier ce que nous-mêmes, on cherchait à apprendre à l'époque où on ne savait pas ces choses-là. Donc, ça a énormément d'intérêt à plusieurs niveaux. Et c'est pour ça que j'encourage en fait tous ceux qui ont un petit peu de temps à dédier là-dessus à partager leurs connaissances parce que ça va vraiment les aider à plusieurs niveaux. Par exemple, un des premiers points qui n'est pas forcément le plus évident quand on en parle, c'est que ça aide à structurer sa pensée. En réalité, quand vous allez vous mettre à expliquer à d'autres personnes, vous allez devoir faire un très très gros effort d'introspection sur vous-même et sur vos connaissances pour arriver à les reformuler. Parce que ce sont des choses que vous savez au jour le jour, mais vous le savez sans savoir. Vous n'avez jamais pris vraiment le temps, en général, de vous dire, ok, ça fonctionne comme ça, parce que comme ça, parce que comme ça. Vous avez fini par acquérir des automatismes et des intuitions, mais le jour où vous devez l'expliquer, vous vous rendez compte qu'il faut rassembler des connaissances. Donc ça va même vous encourager vous-même à apprendre à nouveau ce que vous voulez enseigner, à mieux vous renseigner sur ce que vous voulez enseigner, donc à devenir meilleur dans votre matière, et ensuite, finalement, à avoir une vision plus claire sur la façon dont vos connaissances sont structurées. Et c'est absolument essentiel, parce que dans tout ce qui est connaissance, pédagogie, ce qu'on a commencé à comprendre il y a quelques temps, c'est que ce n'est pas tant la somme des connaissances que vous avez qui est importante, que votre compréhension de la structuration de ces connaissances. En clair, il y a énormément par exemple, de langages de programmation qui existent, personne n'a la prétention de tous les connaître. Et ce serait une mauvaise chose de chercher à tous les connaître. Par contre, ce qui vraiment fait de vous une meilleure personne, dans le sens que vous comprenez bien ces choses-là, un meilleur développeur, c'est parce que vous comprenez comment les langages sont architecturés les uns par rapport aux autres, quels sont leurs avantages, leurs défauts, lequel vous devez apprendre avant lequel autre, etc. Ça, c'est ce qui vraiment fait la différence et ça vous aidera donc vraiment à vous améliorer. En faisant ce petit effort, finalement, d'enseigner à votre tour à de nouvelles personnes. Ensuite, il y a un autre intérêt, il ne faut pas se le cacher. Beaucoup de gens, en fait, se mettent à écrire des cours pour cette raison-là. En fait, ils apprécient eux-mêmes d'être reconnus comme un expert de leur domaine. Parce que c'est valorisant. Tout simplement, c'est valorisant. C'est bien pour l'ego, faut pas se le cacher. C'est bien aussi pour le CV. Ça aide très, très, très clairement à l'employabilité. Puisqu'on en parlait justement dans le talk juste à côté. On parlait justement des personnes qui allaient sur Open Classroom, sur le site du zéro, pour repérer les personnes qui enseignaient aux autres. Et donc aller chercher à embaucher ces gens-là, parce que comme ils ont su expliquer aux autres, ce sont forcément des personnes qui ont une bonne connaissance structurée de ce qu'ils enseignent. Donc c'est ça qui est absolument intéressant. Donc avant même de chercher à gagner de l'argent, la plupart des gens le font pour avoir de la reconnaissance par les pairs en fait. Ça c'est le facteur de motivation numéro 1. Il y en a un deuxième qui ressemble beaucoup mais qui n'est pas le même, qui est qu'en fait vous allez toujours rencontrer plus experts que vous, quelle que soit la matière. Vous mettez un cours en ligne, dès le moment où vous mettez un cours en ligne, vous pouvez être certain qu'il y a quelqu'un qui sera meilleur que vous sur un point donné. Et donc là, c'est aussi un renversement assez fondamental de ces choses-là, c'est qu'il n'y a pas le professeur sait et il délivre sa quantité de savoir à un auditoire plus ou moins passif, mais on est sur le cas où il y a plus d'échanges directement entre le professeur et les élèves. On arrête les batailles d'ego du professeur qui sait tout et qui est surdiplômé et on profite des savoirs de chacun qui sont crowdsourcés parce que
finalement, quand vous allez expliquer quelque chose dans un amphi, comme ici par exemple, si je dis une bêtise, quelqu'un va pouvoir faire du fact-checking directement sur son téléphone et me dire non, ça c'est faux, précisément à telle ligne, tu t'es trompé. Donc il faut avoir une certaine forme d'humilité et accepter en fait qu'en faisant cet acte d'enseignement aux autres, on va pouvoir soi-même apprendre d'autres experts qui vont émerger sur le cours que vous allez mettre. Ces experts-là ne sont pas forcément des gens qui auraient écrit des cours. Par contre, ils vont apparaître sur votre cours. Même s'il est destiné aux débutants, finalement, des experts vont venir et vont soit essayer de vous aider, soit vous proposer des corrections, des améliorations. Donc ça, c'est absolument fondamental. Il faut aussi préparer la relève, il ne faut pas se le cacher. Les nouvelles générations qui arrivent, elles auront besoin de ces connaissances et c'est le moment ou jamais de les créer, de créer des connaissances et des connaissances de très grande qualité pour former ces nouvelles personnes qui vont arriver ensuite sur le marché du travail, qui vont devenir des gens qui vont nous aider demain. Donc il y a beaucoup de personnes qui se disent mais moi si j'explique à mes collègues, j'ai plus de valeur dans l'entreprise. Typiquement. Et ça, je pense que c'est une erreur assez fondamentale qui ne nous aide pas vraiment à tirer les choses vers le haut. Parce que finalement, oui, vous agrégez toute la connaissance pour vous quand vous faites ça, mais vous ne bénéficiez pas de tout le reste dont vous pourriez bénéficier quand vous aidez d'autres personnes, vos pairs, par exemple, dans l'entreprise ou quand vous formez dans une université. Parce que justement, ces gens-là sont peut-être ceux qui pourront faire votre travail demain d'une façon différente et vous pourrez vous placer à un autre plan, à un autre niveau et aller sur quelque chose qui vous intéresse plus et donc ça pourra aussi vous aider sur des domaines qui à ce moment-là vous intéresseront moins. Donc vous avez plus à gagner en réalité à avoir des futures personnes comme vous qui savent coder ou qui savent faire d'autres choses que finalement garder toute la connaissance pour vous. Et enfin, pour moi, l'éducation et l'acte d'enseigner, c'est réellement participer à une aventure. Parce qu'on part de personnes qui ne connaissent rien ou peu à quelque chose, qui ont envie d'apprendre, et on les motive pour aller jusqu'au bout du sommet, et pour se dire, ok, on va y arriver, vous êtes capable d'y arriver, c'est pas aussi compliqué que ça en a l'air, et il y a une vraie notion d'équipe qui se fait entre le professeur et les élèves, et c'est de plus en plus vrai avec les cours en ligne, parce que finalement, on augmente les interactions qu'on crée avec le professeur, et on a le sentiment d'être accompagné, et d'aller jusqu'au bout. Et si on arrive à recréer ces conditions qui font penser qu'on est vraiment dans une aventure de vie, une aventure pédagogique, on motive d'autant plus les étudiants à suivre le cours, en particulier quand il est en ligne. Il ne faut pas oublier que dans une école ou dans une université, vous êtes sanctionné par un diplôme, vous êtes engagé à suivre les cours, etc. Dans un cours en ligne, vous ne pouvez pas vraiment obliger quelqu'un à suivre votre cours. Donc, ce qui est absolument fondamental, c'est de le motiver. Et pour le motiver, vous n'avez pas le choix, il faut faire un cours, il faut qu'il soit de très bonne qualité, et il faut qu'il soit engageant, qu'il soit motivant, et qu'il donne une récompense à la fin. La récompense, par exemple, quand on fait de l'escalade, ça va être d'avoir la vue d'ensemble. Ben, c'est un peu pareil. Pour moi, l'illustration représente bien les choses. C'est vous avez toutes ces connaissances dans lesquelles vous nagiez, vous étiez un peu noyé à la base, et finalement, vous avez gravi les échelons, et vous commencez à comprendre comment le monde est fait, et comment le monde est structuré. Et ça a beaucoup de valeur et tout le monde, en fait, apprécie cette sensation-là. Je terminerai sur quelques conseils pour ceux d'entre vous donc, qui sont convaincus et qui aimeraient à leur tour partager leurs connaissances. Ce sont des conseils très généraux, bien entendu, mais ce sont les conseils pour moi les plus importants, qui font vraiment la différence entre un cours qui finalement est un énième cours parmi tant d'autres et un cours dont on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. La première, c'est d'abord que je pense vraiment qu'il faut enseigner et expliquer comme si vous aviez des amis en face de vous. Je pense que c'est fondamental parce que ça aide à créer cette relation simple, sans bataille d'ego, sans complexité, assez détendue. Et finalement avec une vraie volonté d'aider. Ce sont vos amis, vous avez envie de les aider, votre classe, ce sont vos amis, vous avez envie de les aider. C'est un peu la démarche que j'ai commencé à adopter dès le départ finalement avec les premiers cours que j'ai écrits, parce qu'ils étaient destinés à 2 amis à moi qui voulaient apprendre à créer des sites web. Et j'ai transposé ça tel quel en ligne, et j'ai gardé cette approche-là. Et en fait, il y a une très très grosse part psychologique en fait, dans ces cours-là, parce qu'il s'agit de motiver et de se dire, vous découragez pas, c'est accessible, vous pouvez y arriver. On passe peut-être 50% du temps à faire plus de psychologie que d'enseignement technique proprement dit. Donc c'est absolument
Enfin, c'est absolument fondamental pour moi. Une erreur à pas faire et que j'ai faite, voir trop grand. Voir trop grand, ça veut dire penser au super cours que vous aimeriez enseigner, vous avez des connaissances et tout ça, vous aimeriez tout expliquer. Vous aimeriez tout expliquer et vous vous lancez dans une aventure dans laquelle vous verrez jamais le bout. Et ça, c'est très décourageant en fait. Quand vous êtes à 1% de votre cours, vous avez mis 3 mois à faire 1% de votre cours, vous vous dites il y a un problème. Et là, j'ai compté énormément de personnes qui sont découragées, qui ont abandonné parce qu'ils se sont lancés dans une entreprise beaucoup trop complexe pour le temps dont ils disposaient en fait. Donc moi je conseillerais en fait de commencer très très simple, avec un petit enseignement, un petit cours qui a une durée de 10 minutes, une demi-heure, 1 heure maximum. Vous enseignez sur un point précis. Un point précis, ça pourrait être, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple, les animations en CSS, et encore c'est même compliqué ça. On pourrait dire comment faire une rotation en CSS, c'est un point précis. Et vous faites un petit cours là-dessus, et vous vous itérez à partir de là, vous faites d'autres petits cours, et ensuite vous trouverez le moyen de les assembler. En réalité, ça se fait assez bien après coup. Mais je vous conseille quand même de ne pas partir sur un cours très très grand. L'erreur que j'ai faite, typiquement, un bon exemple, qui quand même est arrivé jusqu'au bout, c'est le cours de C++ que j'ai écrit, où je me suis dit je vais enseigner tout du début à la fin, entre guillemets, si tant est qu'il peut y avoir une fin sur C++, avec des bibliothèques, avec énormément de frameworks assemblés, des explications dans tous les sens. Ça fait un cours qui est comme ça. Le livre adapté de ça, il fait 570, 80, enfin, je sais plus. Et encore, on a coupé beaucoup de chapitres. Et j'ai dû avoir de l'aide d'un collègue qui a fait quelques chapitres parce que c'était vraiment trop imposant. Et j'ai failli me décourager. Et c'est un cours qui aujourd'hui peut-être n'existerait pas en ligne si j'avais pas eu quelqu'un qui m'avait aidé à un moment donné. Donc voilà, attention à l'abandon parce qu'on a cherché à faire quelque chose de trop long. Et enfin, je terminerai là-dessus, je pense qu'il faut éliminer le superflu. Alors ça ressemble beaucoup au slide précédent, mais en fait, c'est différent. C'est différent parce que mon slide précédent, il était plutôt sur imaginer un concept de cours avec un plan très très large, une très grande diversité de contenu. Alors que là, c'est quand vous êtes en train d'expliquer, quand vous êtes en train d'enseigner le contenu, ne tombez pas dans le piège qui consiste à vouloir dire bon, normalement ça se passe comme ça, mais dans tel cas précis, il y a cette exception, et ensuite il y a cette exception, etc. etc. Vous allez tomber dans le piège en fait, qui est que vous allez surcharger le lecteur débutant d'informations qui sont vraies, qui sont utiles, qui sont justes, mais votre cours va perdre en fait en clarté et en lisibilité pour un débutant. J'entends bien pour un débutant. Du coup, aujourd'hui, ce qu'il faut se demander, c'est est-ce que vous préférez pas un cours plus sec, je dirais plus simple, plus direct, qui explique l'essentiel et que tout le monde retient, ou un cours plus large où il y a plein d'infos qui gravitent autour, qui sont des trucs que vous pouvez voir dans tous les sens, mais finalement le lecteur débutant sera noyé et ne saura pas comment faire pour quoi retenir en fait. Finalement, il faut vous dire quel est l'essentiel que mon lecteur doit retenir, c'est ça que vous devez enseigner. Et après, les cours plus avancés, vous les ferez dans d'autres cours. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, oui. Quelle est la question? Exact. Oui, j'ai effectivement cité plutôt des domaines de l'IT, j'avoue ici, parce que c'était assez technique. Khan Academy est plus orienté historiquement mathématique. La grande quantité des contenus sont mathématiques. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est un très très bon exemple aussi de quelqu'un qui a fondamentalement changé l'éducation, à mes yeux en tout cas, en faisant quelque chose de très très simple. Je ne sais pas, qui connaît Khan Academy ici? Ah bah ça va. Ouais, parce qu'en général, en France, assez peu de gens encore vraiment connaissent. Quoique, on a parlé d'une version française assez récemment, donc on a dû le voir dans les médias. Khan Academy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une personne, en l'occurrence à l'origine, Salman Khan, qui avait envie d'aider sa cousine qui commençait à galérer en mathématiques. Et il s'est dit, c'est pas possible, non, ma cousine, elle peut pas aller dans une classe pour les moins bons, elle est tout à fait capable. Et il s'est mis à faire beaucoup d'efforts pour lui expliquer de la façon dont il aurait lui-même aimé l'apprendre. Et il s'est trouvé une passion pour ça. Et il a fait, je crois, plus de 4000 vidéos sur les maths. Une courte vidéo qu'il a postée sur YouTube, gratuite en fait, qu'il a rassemblée sur son site web. Et c'est devenu khanacademy.org, qui fait ça et qui fait d'autres cours maintenant. Et ils ont une autre équipe, etc. C'est une start-up aussi. Ils ont été...
Enfin, c'est une not for profit, hein, c'est une association à but non lucratif. Et il y a des gens comme Bill Gates qui ont fourni des fonds en fait pour faire grossir ce site. Et réellement, c'est effectivement un site qui a beaucoup changé les choses, à tel point que les enseignants aux États-Unis commencent à l'utiliser même en cours. Ça a aussi eu des impacts, mais ça a des impacts à tous les niveaux en fait. Hein, c'est ça. Ce qui marche le plus, en tout cas actuellement, c'est effectivement sur ces cours en ligne, il ne faut pas s'étonner. On voit beaucoup d'IT, on voit beaucoup de mathématiques et des cours de physique, etc. On commence et on envoie sur Khan Academy des cours sur les humanités, sur tout ce qui va être l'histoire, etc. Mais il y a moins, on va dire, de quantité de contenu encore à l'heure actuelle qui se font, mais c'est en train de se créer. On en parle. On est en train d'en parler, soit avec des écoles, des universités, soit même aussi avec des ministères. Après, il y a une énorme inertie dans ces milieux-là. Donc, il faut y aller avec prudence. C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer tout changer du jour au lendemain. Et tout changer du jour au lendemain n'est pas forcément souhaitable, parce qu'il y a quand même une évolution, une transition. Il ne faut pas croire non plus que tous les cours vont passer en ligne. En tout cas, j'en suis pas convaincu. Mais qu'il va y avoir une évolution progressive et on va commencer à trouver le modèle qui fonctionne. On commence à le trouver, en fait. Ouais. C'est pas la même démarche pédagogique aussi, hein. C'est très différent. Exactement. Mais on voit que typiquement eux ont choisi de passer en dehors des circuits classiques de l'État parce qu'ils ne fournissent pas de diplôme et ils ont choisi volontairement de le faire parce qu'ils se sont dit que ce serait trop lourd et trop complexe à mettre en place. Et donc quand on commence à parler à l'éducation nationale, on a commencé à le faire, donc je peux voir un peu ce que ça donne, ils sont intéressés par ce qu'on peut suggérer. Et en même temps, ils ne veulent pas trop changer l'existant et ils sont assez effrayés par les mouvements qui pourraient être faits. Donc évidemment, ils commencent à faire des mouvements, mais il manque une vraie volonté de fond. Et puis il y a aussi un problème que j'ai pas réussi d'ailleurs à résoudre moi à titre personnel, qui est que des gens qui expliquent bien, des bons pédagogues, c'est très rare. Et ce ne sont pas forcément, et ça c'est pas dans la culture française, des personnes qui ont des super diplômes et qui sont super bonnes techniquement. Je préfère quelqu'un qui est 2-3 fois moins bon techniquement que celui qui est, voilà, et qui est tout à fait pédagogue. Des personnes comme ça, de toute l'histoire même du site du zéro, j'en ai pas trouvé beaucoup. Il y a très peu de cours qui ont été publiés. Il faut savoir que 75% des contenus qu'on nous soumet sont refusés sur le site. C'est une prévalidation. Donc c'est assez conséquent. Et des personnes qui ont vraiment envie de partager, etc. comme ça, c'est encore plus rare. Et puis j'en parlais avec Hugo tout à l'heure, des personnes qui sont bonnes à expliquer pédagogiquement, que ce soit pour des formations présentielles en ligne, etc. C'est très dur à trouver. C'est très 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 dur à trouver. Donc oui, on aimerait bien tous que ça soit plus comme ça, parce que je pense que c'est d'abord une question de méthode pédagogique avant d'être une question d'outils. Mais c'est compliqué parce qu'il y a des milliers et des milliers et des milliers d'enseignants et il faudrait vraiment faire un cours sur l'enseignement en fait. Et c'est quelque chose d'assez complexe. C'est particulier au domaine de l'IT aussi, mais oui, mais on sait que il faut sortir des sentiers battus, mais pour sortir des sentiers battus, le plus souvent, la meilleure méthode, c'est encore de créer sa start-up et de proposer ses idées. Oui. Bon, bah, c'est terminé. Merci à tous.